Face à Emmanuel Chypre, c'est Jean-Marc Daniel. Le patronat veut changer les règles pour les ruptures conventionnelles, mettre en place un système spécifique pour ceux qui en ont signé une. Est-ce qu'on peut continuer à financer l'entrepreneuriat et les congés sabbatiques avec les ruptures conventionnelles, Emmanuel? Quelle présentation caricaturale. Attention, on ne s'attaque pas à Vous voulez les profils, quand même, des gens qui ont des ruptures conventionnelles? Si vous voulez, c'est toujours pareil. Jeunes, diplômés. Pour quelques abus, vous avez un nombre d'avantages qui sont quand même assez substantiels à ce qui est devenu finalement une sorte de monument historique de notre patrimoine social. Mais bien sûr, c'est devenu un outil considérable. Alors, l'argument massu, c'est ça coûte cher, c'est un quart de l'indemnisation d'assurance chômage, 9 milliards, il faut mettre fin aux abus. Mais la réalité, c'est que quand vous mettez bout à bout tous les avantages que procure finalement cette rupture conventionnelle, vous vous rendez compte que si on ne l'avait pas, ça coûterait beaucoup plus cher. C'est quand même un outil qui a permis de sortir du face-à-face un peu stérile entre démission et j'ai pas de chômage, licenciement, conflit contentieux. Vous pouvez pas nier que s'il y a beaucoup moins de prud'hommes aujourd'hui, moins de tensions, moins de licenciements habillés, etc., c'est quand même grâce à la rupture. Voilà, bon, très bien. Donc déjà, regardez ce que ça économise. Vous ne pouvez pas nier que dans le pays qui, rappelons-le, est le pays de l'OCDE qui a la plus mauvaise allocation de son capital humain, c'est le pays, la France, qui gaspille le plus son capital humain, puisque c'est le pays dans lequel vous avez le plus de gens qui sont surqualifiés par rapport au poste qu'ils occupent. Vous avez, grâce à la rupture conventionnelle, une meilleure allocation des compétences. Et ça aussi, ça se voit pas, c'est pas palpable, mais macroéconomiquement, ça a un effet positif. Vous pouvez pas nier que ça améliore quand même la mobilité professionnelle, mais ça, c'est un peu dans le même ordre que ce qu'on a dit précédemment. Sauf que quand des salariés sont pas heureux dans leur boulot actuel et que ça pourrit le climat social de l'entreprise, que ça pourrit la vie du patron qui se dit comment je vais m'en débarrasser, bah c'est quand même un outil bien pratique. Bon, bref, tout ça, moi, je veux bien qu'on se batte contre quelques abus, etc. Mais grosso modo, c'est devenu un outil extrêmement précieux. Enfin, Caroline Morisseau nous racontait que même les syndicats disent qu'il y a beaucoup trop d'abus et que justement, le problème, c'est le profil des gens qui sont en rupture conventionnelle. Oui, mais je ne veux pas ôter le pain de la bouche de Jean-Marc. Mais oui, je pense que vous avez raison de décrire ce qui se passe au travers de phénomènes que Emmanuel définit comme caricaturaux, mais c'est peut-être des détails, mais le diable est dans les détails. Et donc, il faut quand même regarder la situation de l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est 60 milliards d'euros de dette. C'est encore un déficit qui va cette année être aux alentours de 1 milliard et demi. Et donc, le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux de regarder de près la gestion de l'UNEDIC pour essayer de faire des économies et d'amorcer de façon concrète le désendettement. Et donc, c'est une proposition du patronat, de l'ensemble d'ailleurs des organisations patronales qui sont d'accord sur les réformes qui visent essentiellement à réduire les durées d'indemnisation et à durcir les conditions d'accès à ces ruptures conventionnelles. Alors, je rappellerai à ce propos de nouveau 3 choses, comme d'habitude. La première, c'est la formule de Manuel Valls. Pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Donc, si on veut véritablement réduire le chômage, dans une période qui est une période où il a plutôt tendance maintenant à réaugmenter, il faut effectivement écouter ce que disent les employeurs. C'est-à-dire essayer de faire en sorte que la parole des gens qui vont créer les emplois soit mise en œuvre. La deuxième remarque que je ferai, c'est que les travaux académiques sur l'indemnisation du chômage, qui avaient donné notamment, il y a toute une série de travaux qui ont débouché en 2010 sur le prix Nobel de Peter Diamond et de 2 autres personnes, ils ont mis en avant qu'un des enjeux autour de la durée d'indemnisation. Et ce qu'ils ont proposé, c'est qu'il y ait une fois une durée d'indemnisation qui ne soit pas nulle. On ne va pas réclamer aux gens d'être immédiatement sur le marché du travail parce qu'on retrouverait cette situation que décrit, mais qui est dans la bouche d'Emmanuel probablement exagérée, une surqualification des gens par rapport aux emplois qu'ils exercent, parce qu'il faudrait vérifier la qualification objective et réelle des gens qui détiennent certains diplômes. Mais si on va... C'est dur, là. Si on va il est dur, Jean-Marc. Si on va effectivement dans l'analyse... Les gens se croient super surqualifiés. Quand on va dans l'analyse des durées... Tous les étudiants n'ont pas fait Sciences Po, Jean-Marc. Oui, mais c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il y en a, Jean-Marc est déjà... Il y en a qui ont fait des études, c'est sûr. Mais donc, c'est autodidacte pour Jean-Marc. Oui, totalement. Mais, minimum, c'est polytechnique. Et donc, la durée qui est évaluée par ces travaux, c'est entre 12 et 14 mois. Et donc, un des enjeux, effectivement, de notre système d'UNEDIC, c'est de revenir à des modes d'indemnisation qui soient des modes d'indemnisation
autour d'une durée de 12 à 14 Ça est mois. trop statique comme vision, Jean-Marc. Et le troisième élément, puisque j'ai 3 éléments à mettre, le troisième élément, je pense qu'effectivement, c'est un des derniers endroits où le paritarisme fonctionne encore, même si l'État s'en mêle de plus en plus. Je pense que les partenaires sociaux ont intérêt, y compris les syndicats, à trouver un accord, et que faire 1 milliard d'économies sur des situations qui sont des situations qui ont généré beaucoup d'abus, c'est une façon aussi de sauver le système et de permettre à ce système, qui n'a pas totalement démérité, de continuer à vivre. Même si je pense qu'à terme, puisque c'est une assurance, comme toujours dans toutes mes chroniques, je vais conclure par le mot simple, privatisation. Non, moi je pense je voulais souligner quand même un point, qui est que dans la période qu'on vit, qui n'est pas une période d'innovation incrémentale, mais une période d'invention, vous avez quand même la moitié des entreprises aujourd'hui qui ont été créées par des gens qui sont passés par ces périodes de chômage. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette indemnisation généreuse, de surdiplômés, et ben vous avez des gens qui ont eu l'opportunité, le temps de créer des boîtes, de créer leur boîte, de créer des emplois, etc. Mais quand vous avez si on leur avait donné 12 ou 14 mois et pas 18 mois, ils auraient quand même créé une boîte. Peut-être, mais dans un contexte où vous avez par ailleurs beaucoup de vents contraires pour ceux qui veulent créer leur boîte, moi je pense que c'est une petite oasis. Et attention, les oasis, ce sont des écosystèmes fragiles. L'entrepreneuriat remercie donc Pôle emploi et le système. Oui, mais vous croyez que Pôle emploi... Non mais rien, je France Travail maintenant. Vous croyez que l'assurance chômage ne remercie pas tous ces créateurs d'entreprises d'apporter des généreuses cotisations grâce aux emplois qu'ils créent, donc, etc. vous considérez que c'est un système positif qui s'auto-alimente? Je ne nie pas qu'il y ait quelques abus, mais toujours cette volonté de jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, non et non. 7h